Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au grand rendez-vous de la prévention santé qui est un événement, une émission réalisée sous l'égide d'Eddy Marc et de l'UNIM Partenaires d'Alliance. Et nous allons aujourd'hui démarrer tous ensemble notre troisième table ronde d'une séquence que nous avons déjà commencé sur une première table ronde qui portait sur la réparation du corps blessé. Et puis nous avons fait une deuxième table ronde pour ceux qui nous ont suivis qui était sur la question de la performance, du dopage. Aujourd'hui, on va continuer dans le fil conducteur de nos réflexions en se décalant un peu dans une réflexion de société sur la question du bien vieillir, jusqu'où vieillir, comment vieillir, y a-t-il une limite au vieillissement et par voie de conséquence, parce qu'on sait que c'est un débat aujourd'hui dans beaucoup d'enceintes de bioéthique et de gens qui s'interrogent sur ce sujet du transhumanisme. Alors, il y a plein de questions, c'est où sont les frontières entre le soin, l'amélioration, la prolongation de la vie, en filigrane. Mais cette prolongation de la vie, quel sens a-t-elle en termes qualitatifs, mais aussi en termes de représentation, de la mémoire, du passé, de nos souvenirs. Et puis, il y a quand même peut-être aussi derrière, finalement, ces choses qu'on propose, sont-elles accessibles pour tous? Et que veut dire ce pour tous qui deviendrait quelque part immortel? Donc on a de beaux sujets, mais je préférerais quand même l'aborder déjà sur un élément que je qualifierais de connaissance. Il va falloir nous exposer de quoi on parle. Donc nous avons la chance d'avoir autour de ce plateau comme pour nos deux tables rondes précédentes, et je les remercie d'être revenus avec nous. Donc Serge Picot, qui est directeur INSERM, chercheur INSERM, qui dirige l'Institut de la Vision, mais qui, au-delà de ça, on le verra peut-être dans cette table ronde, va nous sortir de la simple sphère ophtalmologique pour nous interroger sur le cerveau aussi, et sur la façon dont ce fameux cerveau connecté pourrait évoluer dans les années à venir. Réalité ou fiction peut-être, ou science-fiction et soins, on verra. Nous avons donc la chance d'avoir David Le Breton, qui est anthropologue et sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg, et sans être un grand connaisseur de l'anthropologie et de la sociologie, on voit bien que ces questions interrogent. La nature d'une société où chacun perdurerait 120, 140 ans, 160 ans, voire plus pour certains, interroge les rapports sociaux, le rapport à l'autre. Alors d'un point de vue anthropologique, ça c'est David qui nous en dira plus, mais nous on a lu dans les textes quand on était petit ces débats entre le mortel et l'immortel, donc il y a forcément des référencements à aller chercher. Et puis Cyril Azif-Thomas, qui est psychiatre, qui s'occupe aussi beaucoup des questions de droit de la santé, de bioéthique et qui dirige l'espace éthique de Bretagne, nous dira des choses, parce que là aussi à chaque table ronde on lui dit et que dit le psychiatre, et que dit le psychisme de chacun, mais on y reviendra aussi parce qu'on partage cette tâche commune. Que dit le débat public sur de ces questions-là, que dit le citoyen finalement qui doit être interrogé et mis dans la boucle. Mais on va commencer par Bernard Bartschy, qui est philosophe, chercheur à l'Institut d'éthique biomédicale et au département de philosophie de l'Université de Genève. Je rappelle aussi que Bernard Bartschy est membre du comité d'éthique de l'INSERM, où ces questions croisent souvent nos sujets, et puis qui a aussi animé beaucoup de débats en lien avec la Commission fédérale suisse d'éthique pour les biotechnologies. Et pourquoi je lui cède la parole en premier? Parce que on a tous quelque chose à dire autour de ces tables rondes, mais on voulait avoir un éclairage finalement, Bernard, sur de quoi on parle. Quel est le concept et quelles sont les grandes questions que peut poser cette question autour du vieillissement, du bien vieillir et éventuellement d'un lien avec le transhumanisme. Donc c'est un libre propos introductif pour finalement familiariser notre auditoire avec ce sujet-là. Merci Grégoire. Effectivement, première chose je crois dont il faut prendre conscience, c'est que pendant le XXe siècle, on a gagné plus de 20 ans d'espérance de vie et personne ne s'en plaint. Donc manifestement, l'allongement de la vie est perçu comme un bien. Alors il y a la question de la qualité de la vie, certains y reviendront peut-être. Et puis, si vivre est un bien, si vivre plus longtemps est un bien, c'est peut-être aussi parce que le but, la mort, est quelque chose qui est perçu comme un mal. Certains ont même parlé de scandale. Et c'est pas nouveau. Il y a cette pièce d'Euripide où quelqu'un fait la remarque que les vieillards se plaignent de la longueur et de la lourdeur de la vie, mais dès qu'ils tombent malades, ils courent chez les médecins et la vie a cessé de leur paraître un fardeau. Depuis l'origine aussi, les philosophes, puisque je suis philosophe, même certains définissent cette activité par rapport à la mort, puisque Montaigne a dit, il reprend des pensées de type platonicien, Montaigne a dit que philosopher, c'est apprendre à mourir.
Donc, la vieillesse et puis la mort sont perçus comme des maux contre lesquels la médecine, et pas seulement elle, lutte. Et le transhumanisme, lui aussi, ou du moins se moule dans cette aspiration à vivre plus longtemps. Et un de ses représentants, Aubrey de Grey, a affirmé que l'homme qui vivra 1000 ans existe déjà, et il a une soixantaine d'années. Son argument était basé sur le fait qu'il pensait que la médecine progresserait aussi vite que l'informatique au XXe siècle, et donc que tous les 20 ans, on gagnerait 20 ans de vie. Bon, voilà, disons, mais je ne veux pas commenter beaucoup cette phrase-là, mais ça montre bien que pour le transhumanisme, la mort est un mal qu'il faut vaincre et que la vieillesse est conçue comme une maladie. Ça, c'est aussi intéressant. La vieillesse, qui est un processus, semble-t-il, naturel, est perçue comme une maladie. Et c'est vrai que si on convoque la médecine pour lutter contre le vieillissement, et on le fait, hein, pensez à toutes les maladies du vieillissement, de l'ostéoporose au diabète, etc. Donc, on a bien quelque part l'idée que c'est une sorte de maladie. Alors, bon, j'ai parlé du transhumanisme parce que le transhumanisme se focalise un peu là-dessus. Il faut bien voir, j'aimerais introduire une ou deux petites précisions là-dessus. Le transhumanisme, c'est les transhumanismes. C'est l'idée en gros que l'être humain actuel est insatisfaisant et insatisfait et qu'il faut viser à du mieux, à du meilleur sur au moins deux plans. D'abord, faire en sorte que l'être humain devienne vraiment heureux. Alors là, le psychiatre va être évidemment intéressé, hein, Cyril, par cette affirmation. C'est l'idée qu'on est en gros relativement malheureux et que par les biotechnologies et par toutes sortes de techniques, on peut essayer de devenir heureux. Et il faut aussi devenir immortel, c'est-à-dire vaincre la mort par le génie génétique, semble-t-il, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, de telle manière que, ça ne veut pas dire qu'on ne mourra pas, mais en fond, on décidera souverainement, après quelques milliers d'années peut-être, de mourir ou pas. Alors, ça paraît un petit peu exorbitant, un petit peu farfelu presque même pour certains, mais il faut voir que dans le transhumanisme, il y a effectivement des courants qui sont en rupture complète avec notre manière de voir et qui nous paraissent parfois comme un peu farfelus et qui font des promesses, évidemment, pour le futur lointain, mais il y a aussi des courants qui sont plus, j'allais dire raisonnables, mais bon, le terme est chargé normativement, mais des transhumanistes qui voient simplement les améliorations des technologies comme étant des outils pour nous permettre de satisfaire ces deux aspirations fondamentales qui sont vivre plus longtemps en meilleure santé et vivre de manière plus heureuse. Et ces transhumanistes-là sont assez en continuité avec les aspirations même humanistes. Ils ne sont pas transhumanistes, ceux-là. On pourrait dire qu'ils sont ultra-humanistes. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'épiloguer longtemps pour qu'on se rappelle que, par exemple, l'aspiration à l'immortalité est quelque chose qui est présent dans toutes nos religions, sauf qu'on mourra, évidemment, on deviendra immortel après la mort. Là, il s'agit pour les transhumanistes de devenir immortel ici-bas. Et on rappelle aussi, les transhumanistes le font aussi d'ailleurs, le mythe de Gilgamesh, le premier mythe que l'on connaît dans l'histoire humaine et qui est un mythe de quête de l'immortalité. Voilà, donc, alors, il y a deux questions, hein, à mon point de vue, c'est est-ce que vraiment la vieillesse est une maladie ou pas, hein, et est-ce que véritablement les moyens dont les transhumanistes, ou du moins les tenants de l'augmentation de l'être humain, veulent mettre en œuvre sont des moyens appropriés, y compris d'un point de vue éthique. Merci Bernard. Alors, il y a une transition quasiment naturelle avec le fait qu'on donne la parole à désormais, on va dire, à l'anthropologue et sociologue qui est David Le Breton, puisque là, tu as abordé un peu la question, j'allais dire, d'un statut qui est médical du vieillissement, mais derrière la médecine c'est une pratique sociale, donc forcément, il y a la question du statut social, hein, du vieillissement qui est posée. Je le dirais juste pour être un peu pédagogue vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, on sait tous dans nos histoires familiales ou dans l'historique des romans qu'on a pu lire dans notre petite culture personnelle qu'il y a eu des personnes considérées comme très âgées à 35 ans et puis après qu'on est monté, comme tu le disais, à 50, 60 ans et qu'aujourd'hui on a un regard
part plutôt sur 90 ans. Et que quand on interroge nos étudiants en médecine, c'est une vieille boutade que j'aime bien raconter, qu'on me racontait quand je passais le concours de l'internat, qu'il fallait pas marquer qu'un homme de 65 ans était un homme âgé parce que c'était l'âge de nos correcteurs de copie. Voilà. Donc je trouve qu'il faut qu'on ait cette réflexion sur le statut du vieillissement. Donc si David veut bien nous éclairer, on en sera heureux. Oui, alors évidemment, il y a des sociétés qui sont extrêmement hospitalières à la vieillesse, souvent des sociétés d'ailleurs orientales, mais nous vivons, nous, en revanche, dans une société dans des sociétés pour lesquelles le vieillissement est vraiment un repoussoir absolu. Et d'ailleurs, qui est vieux aujourd'hui dans le monde occidental? Je crois pratiquement plus personne. Parce que nous disposons évidemment de tout un tas de moyens artisanaux qui nous permettent d'abord de maintenir un goût de vivre, de maintenir un rapport au monde qui est relativement satisfaisant. Donc on parle aujourd'hui, par exemple, couramment des sexygénaires pour les femmes ou pour les hommes qui continuent à avoir une vie sexuelle parfaitement satisfaisante, heureuse. Il y a énormément évidemment de marcheurs relativement âgés au plan de l'état civil, mais qui parcourent le monde, qui font d'innombrables fois le chemin de Compostelle ou d'ailleurs. Ils ont beau avoir 70 ans, parfois davantage. Pour eux, la vieillesse, justement, n'existe pas. Elle est un fantasme, elle est une représentation sociale à laquelle ils ne souhaitent pas satisfaire. Donc peut-être aussi que la notion de vieillesse est une valeur, entre guillemets, c'est toujours quelque part un jugement de valeur, mais il est vrai donc ceci dit, il faudrait aussi dire qu'il y a des vieillesses différentes, évidemment, il y a des hommes ou des femmes qui vieillissent dans une grande détresse personnelle, avec d'innombrables handicaps. Voilà, ça fait partie aussi de la condition humaine, des ambivalences du monde. Voilà. Mais je dirais que globalement, donc, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont d'ailleurs aux antipodes du transhumanisme et qui parcourent les routes, qui parcourent les sentiers. J'aime bien voir les marcheurs comme des formes de résistants à toutes ces idéologies de la haine du corps, de l'immortalité, etc. Et qui, de manière finalement très simple, maintiennent un goût de vivre qui ne les abandonne pas. Alors, le transhumanisme, évidemment, est une vision néo-religieuse, on pourrait dire. D'ailleurs, le transhumanisme vient en remplacement quasiment des anciens monothéismes qui battent un peu de l'aile aujourd'hui, en nous faisant les mêmes promesses d'immortalité, d'élimination de la mort, d'élimination de la vieillesse, des précarités qui sont inhérentes à notre condition. On est donc dans une vision millénariste, eschatologique, avec à la différence que là, cette fois, ce n'est pas notre comportement entre guillemets spirituel qui va nous faire gagner le paradis, mais plutôt les technologies. Donc on est aussi dans une vision technoprophétique dans une vision technoprophétique où on considère que la technique est forcément un progrès, non seulement dans la transformation du monde, mais également un progrès moral. Ce qui évidemment n'a strictement aucun sens. On voit que la technique elle va souvent à l'encontre absolument de la morale. Ce sont des vieilles antiennes de la sociologie ou de l'anthropologie des techniques qu'on connaît avec Jacques Ellul, Ivan Illich ou plein d'autres personnes. Mais en tous les cas, voilà des hommes. Vous observerez d'ailleurs qu'il n'y a quasiment aucune femme dans le transhumanisme. On est bien dans une vision très viriliste, entre guillemets, d'un monde qu'on veut dominer, qu'on veut maîtriser, qu'on veut contrôler, avec bon nombre de fantasmes, puisqu'on est essentiellement d'ailleurs, de mon point de vue, dans un univers fantasmatique. Et il y a aussi quelque chose de très puritain, évidemment, dans le transhumanisme. Ça avait été l'une de mes entrées, d'ailleurs, quand j'écrivais Les dieux au corps. C'est l'idée que le corps est l'ennemi absolument de toutes nos aspirations, quoi. Le corps, c'est le corps qui est le lieu du vieillissement, le lieu de la maladie, le lieu de la fatigue, de toutes les aspérités de notre rapport au monde. Donc, éliminons le corps,
on éliminera la mort, on éliminera le vieillissement, on éliminera la fatigue, etc., etc. Et puis donc forcément le bonheur nous adviendra immédiatement par la suite. Donc c'est un univers puritain, et d'ailleurs quand on entend le discours de certains de ces hommes, ils vous expliquent carrément que finalement faire l'amour c'est perdre du temps, que manger c'est perdre du temps, voilà. Et donc ils sont dans une vision très, très restrictive finalement, fondée vraiment sur la performance, sur l'efficacité, sur des tas de choses comme ça. Ils oublient évidemment que seul a de prix ce qui peut être perdu. C'est très important. Si nous avions l'éternité devant nous, je crois que nous risquerions fort d'ailleurs de mourir d'ennui. C'est un grand thème, c'est le thème d'ailleurs du Juif errant, c'est un thème qu'avait abordé Borges, le grand écrivain argentin, pour traduire justement l'immense ennui que susciterait en nous une vie sans fin. Et puis c'est aussi cette boutade qu'on connaît tous, je crois, de Woody Allen, qui dit que l'éternité c'est vraiment un peu pénible quand même sur la fin. Voilà, donc non, je crois que le vieillissement justement donne une valeur à nos vies, même si on le vit de manière douloureuse aussi, mais on essaie à travers la douleur qui est la nôtre, l'ambivalence qui est la nôtre, quand on prend de l'âge, on essaie de maintenir notre accroche dans le monde, peut-être en renouvelant également nos désirs, nos aspirations, nos activités, etc., pour que la vie soit toujours à la hauteur de nos désirs, de nos espérances. Alors dans leur fantasme, les transhumanistes finalement également rétrécissent de manière terrifiante la condition humaine, puisqu'ils ont cette idée que, par exemple, ce qui fait nos vies, ce sont les informations qui nous composent. Nous ne serions que les informations que contient notre mémoire, etc. Et leur fantasme, l'un de leurs fantasmes, pour moi il y en a deux majeurs, l'un de leurs fantasmes c'est que si on arrive à transférer toutes les informations qui contiennent notre existence dans une machine, on deviendra la machine et donc on vivra cette éternité. On n'aura plus cet embarras du corps, puisque le corps contient tous les malheurs du monde. Eh bien la machine, au moins elle est réparable, comme disait par exemple Norman Minsky, et s'il y a des problèmes de bugs et autres, de toute façon, on arrivera toujours à la reprendre en main. Là, on voit bien qu'on est aussi dans un univers, d'ailleurs, sans corps, sans désir, sans sensorialité, sans rien. Un univers purement mental et absurde, totalement absurde, d'ailleurs, qui n'a strictement aucun sens à tous égards. Mais ce fantasme, donc, d'une espèce d'un téléchargement de l'esprit sur un support mécanique, informatique, qui nous donnerait une éternité. Et puis l'autre fantasme, c'est celui de la cyborgisation, qui nous amènerait donc à changer, par exemple, tous nos organes défaillants. On changerait le cœur, on changerait les poumons, on changerait éventuellement le cerveau, une partie du cerveau, et puis toutes les fonctions en défaillance de notre corps pourraient être progressivement transformées. On est évidemment là aussi dans un fantasme. On est plutôt dans la performance, hein, on est dans une volonté encore de performance. Le transhumanisme, pour moi, d'ailleurs, est totalement dans la performance, dans une visée néolibérale, non pas libérale au sens classique du terme, mais vraiment ultralibérale dans le sens d'un capitalisme aussi assez forcené. Et puis, voilà, donc téléchargement de l'esprit, cyborgisation, et si on admet un instant d'ailleurs que ces fantasmes se réalisent, vous imaginez les problèmes sociaux, économiques, humains, absolument innombrables que ça provoquerait, c'est-à-dire l'impossibilité du renouvellement des générations, des problèmes de chômage absolument terrifiants, des inégalités à travers la planète qui seraient vraiment insupportables, parce qu'évidemment on ne va pas cloner un chômeur, on va pas télécharger le cerveau d'un chômeur africain ou d'une femme de ménage carioca. On va évidemment toujours privilégier les plus riches, ceux qui auraient évidemment les moyens de ces sommes astronomiques pour pouvoir gagner peut-être quelques dizaines d'années de vie. Voilà. Donc voilà, le transhumanisme soulève énormément de questions anthropologiques, philosophiques, éthiques, mais il faut quand même rappeler que ce n'est qu'un fantasme.
Merci David. Alors c'est un fantasme quand on se pose du point de vue de ceux qui posent un regard analytique, académique, que je qualifierais d'universitaire, mais pour ceux qui y croient, ce n'est pas un fantasme, c'est une croyance, une conviction. Voilà, donc c'est tout l'enjeu des débats de bioéthique. Mais ceci dit, a été évoqué quand même ce gros sujet de finalement de la machine qui serait peu ou prou le substitut du devenir de l'homme, hein, par un transfert de données. Donc il y a un sujet qui enrichir notre discussion parce qu'on a un scientifique, un vrai. Hein, moi, je ne suis pas un vrai scientifique. Après, je me fais une petite boutade pour ceux qui nous écoutent. Je rappelle que comme ceux qui sont du domaine de la philosophie, de l'anthropologie, c'est de la science. C'est les sciences humaines. Mais alors en médecine, on dit toujours que quand on n'est pas chercheur de prestige de haut niveau, on n'est pas scientifique. Mais soyons clairs, on n'est pas donc chercheur de haut niveau, en tout cas moi, en biologie, en interface connexion cerveau-machine. Mais c'est ce qu'est Serge Picot, quoi. Serge Picot qui dirige donc l'Institut de la Vision, on l'a dit. Je rappelle, mais je vais être un béotien, hein, que le cerveau, selon moi, est quand même un petit appendice. L'œil est un petit appendice du cerveau, on le dit encore ou on ne le dit plus. En tout cas, le nerf optique, ça existe encore. Et donc, comme il est éminent spécialiste de ce domaine-là, je pense que la question de la connexion homme-machine, de ces cerveaux qui seraient suppléés par des machines, en fait, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que technologiquement c'est envisageable? Et puis, question sous-jacente, parce que je pense qu'elle est importante dans le débat, qu'est-ce qui va être du domaine du soin? Le fait que ces interfaces aient un intérêt pour réparer, soulager un handicap, et qu'est-ce qui domine éventuellement du transhumanisme. Et les frontières peuvent être ténues et compliquées à comprendre pour le grand public. Et peut-être qu'il faut les mettre, ces frontières-là. Alors, c'est une question difficile et effectivement, lorsqu'on parle beaucoup d'interface cerveau-machine, alors j'inclus en fait dans ces interfaces cerveau-machine éventuellement aussi, par exemple, les prothèses rétiniennes sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles nous avons travaillé et qui sont actuellement en essai clinique. Il y a toujours un peu cette notion que l'on va vers du transhumanisme. Et donc moi, j'aimerais déjà replacer le débat parce que pour moi, toutes ces approches, c'est pour l'homme réparé. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une prothèse rétinienne, c'est pour redonner une certaine vision utile à un patient aveugle et en aucun cas on essaye d'augmenter ses capacités ou on essaye de suppléer l'organe ou de reconstruire un organe encore aussi efficace que notre vue. Donc on est vraiment dans une dimension d'homme réparé et je m'inscris un peu en faux parce que en fait souvent on est targué de transhumanisme et le risque c'est d'empêcher quand même le développement de ces technologies et aussi l'acceptation par les patients qui ne voudraient pas être perçus comme l'homme qui valait 3 milliards, qui est un surhomme, etc. Donc je pense que en fait, c'est important quand même de bien rappeler que nous travaillons avant tout pour la réparation de l'homme. Et lorsqu'on parle d'une prothèse dentaire, personne ne pense au transhumanisme, alors qu'au moment de parler d'une prothèse visuelle, on nous parle de transhumanisme. Donc je pense que c'est important quand même de replacer ce débat et de bien rappeler que nous travaillons avant tout pour réparer l'homme. Et je pense que aussi dans toutes les interfaces cerveau-machine qui sont utilisées par exemple pour la maladie de Parkinson et qui permettent d'enlever tous les tremblements, tous les phénomènes moteurs qui accompagnent la maladie de Parkinson et qui du coup, grâce à une stimulation profonde dans le cerveau, permettent de supprimer tous ces effets de la maladie de Parkinson, je pense qu'il y a un vrai bénéfice pour le patient et qu'on n'est pas du tout dans du transhumanisme. Donc on est plutôt dans du bien vieillir et je pense qu'on doit essayer de donner à tous en fait la chance de bien vieillir. Donc je pense que c'est important de bien préciser ça. Après, j'entends bien aussi le fait que
Par exemple, lorsque l'on va créer des interfaces cerveau-machine, nous, à l'Institut de la Vision, j'en parlais tout à l'heure, on essaye pour les patients qui perdent le lien œil-cerveau de venir réintroduire des informations visuelles directement dans le cerveau et donc en fait de pouvoir redonner la vue à des patients qui sont devenus aveugles en leur imprimant directement des images dans le cerveau. Et d'ailleurs, c'est un projet qui est soutenu par l'UNIM que je remercie. Mais l'idée, c'est que certains se demandent, et on doit se poser nous aussi cette question, est-ce que finalement, ces technologies-là ne pourraient pas être dévoyées et utilisées à d'autres fins? Actuellement, par exemple, aux États-Unis, il y a aussi des chercheurs qui ont pu implanter des électrodes dans le cerveau pour prendre le contrôle d'un bras robotisé juste par la pensée. Donc comment, en fait, toutes ces technologies où on fait une interface avec le cerveau, eh bien, vont être utilisées à des fins thérapeutiques pour des patients qui ont des pathologies et non pas dériver vers des applications. Certains parlent d'applications pour des soldats du futur, ce que j'espère vraiment pas. Mais c'est vrai qu'on doit se poser cette question. Actuellement, je pense qu'il n'y a aucun risque, mais je comprends qu'on puisse poser des questions de ce type-là et de se demander si finalement ces technologies où on peut à la fois enregistrer les cellules du cerveau, enregistrer les signaux qui nous viennent du cerveau pour éventuellement développer une action, ou les systèmes où on va au contraire imprimer une information dans le cerveau, est-ce que tous ces dispositifs ne peuvent pas un jour être dévoyés de leur application thérapeutique? Donc ça, c'est peut-être là où nos amis philosophes auront peut-être plus de réponses. En tout cas, actuellement, je ne pense pas que toutes ces applications peuvent être dévoyées vers d'autres applications que celles qui sont vraiment à caractère purement thérapeutique. Mais je pense qu'il faut avoir une vigilance et il faut effectivement que des comités éthiques comme celui de l'INSERM se penchent pour mettre des garde-fous à l'utilisation de ces technologies. Merci Serge, parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle les nouveaux enjeux de la bioéthique. Hein. C'est-à-dire que bon, il y avait des choses très traditionnelles autour du don d'organes, autour de la fin de vie, bon, qui sont une question importante. Là, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, vous pouvez aller sur le site d'ailleurs du Comité national d'éthique ou certains espaces éthiques. Certains disent effectivement, demain c'est les régulations et les limites qu'il faudra poser. Parce que c'est un vieux débat hein, avec nos collègues philosophes, sociologues, anthropologues. Bon, ce débat entre normal et pathologique, déjà, comment on va les redéfinir dans les années à venir, et donc qui vont poser les questions de niveau et de type d'intervention de la médecine, finalement. Parce que là, on a entendu un propos qui, selon moi, est rassurant, pondéré et qui me va bien, mais la demande sociale, la demande industrielle, la pression d'un marché pourrait être peut-être des fois plus puissant que le raisonnement qu'on vient d'avoir. Donc il y aura certainement demain, enfin je le dis pour ceux qui nous écoutent, des nécessités par exemple de pans autour des lois de bioéthique ou des champs comme ça qui réguleront ces questions-là. Et effectivement, en préalable, c'est au comité d'éthique de l'INSERM, au comité national d'éthique, aux espaces éthiques de savoir quel type de société on veut, parce que c'est un sujet. Donc j'ai entendu qu'il y avait une voix de la raison, mais qui est la voix du soin, et puis il y a une voix d'interrogation, voilà. Et dans cette voix d'interrogation, Cyril, du coup, on va revenir à une question assez traditionnelle qui a déjà été évoquée, qui est du pourquoi aussi. Alors, David Le Breton nous a parlé de fantasme, mais alors, voilà, le fantasme, chez un psychiatre, ça résonne. Et puis, il y a une question qui était chère, parce qu'il y a ce volet droit de la santé, droit de la bioéthique que j'évoquais, liberté de choix, pas de liberté de choix, et régulation qu'on vient d'évoquer. C'est des sacrées questions, parce qu'autour du plateau, on pourrait dire, et je le dis très respectueusement, que chacun a donné sa conviction. Mais notre conviction, que vaut-elle par rapport à ce que sera les choix d'une société? C'est ça. Effectivement, c'est une question centrale. Alors, sur la question des fantasmes, je n'oublierai pas de répondre parce que je suis assez d'accord avec David Le Breton. La question de la vieillesse confondue avec une maladie, c'est une question
très très connu de la gérontologie. Pour faire simple, très souvent, depuis longtemps, on pensait que le cœur qui vieillit devient forcément insuffisant. On sait bien aujourd'hui que le vieillissement cardiaque ne provoque pas d'insuffisance de l'organe. Ce qui produit une insuffisance de l'organe, c'est une maladie coronaire, c'est une pathologie cardiaque, valvulaire ou autre. Et la distinction est assez bien faite par les professionnels gériatres. Mais c'est vrai que dans l'esprit du grand public, ce n'est pas encore bien clair. Et ça participe d'ailleurs d'une vision assez agiste, hein, de mettre les personnes âgées comme des sous-personnes qui n'auraient pas leur place dans notre société. Un racisme anti-vieux, d'une certaine manière. Donc ça, c'est un débat qu'on pourrait refaire sur une autre émission, parce que c'est pas exactement le transhumanisme, mais le transhumanisme, plutôt que s'attaquer aux causes, par exemple, de l'agisme, à dire on va pallier ce qu'il en est en révolutionnant la question de la longévité, et on va permettre une vieillesse indéfinie dans des très bonnes conditions avec des performances excellentes. Et évidemment, il y a une promesse là assez prométhéenne qui laisse un peu songeur, mais voilà, pour laquelle j'imagine qu'une grande partie de la population serait assez avide d'accéder, parce que qui n'a pas envie de vivre mieux et de façon plus performante. Alors là-dessus, je vous avoue, ma position personnelle est assez ambivalente, parce que d'abord, il y a un constat. On nous a dit tout à l'heure qu'on avait une augmentation de notre espérance de vie, certes, mais là récemment, elle a un peu diminué d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec la crise Covid, mais la crise Covid n'a fait que révéler aussi quelque chose qu'on connaissait bien, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, elle, diminue, et depuis plusieurs années. Donc ça, c'est quand même une réalité qu'il faut entendre. La question ensuite de cette idée un peu, qui est plus une croyance à mon sens, on va aborder les fantasmes, mais la croyance que le transhumanisme augmente l'humanité. On parle d'homme augmenté, et donc on augmente l'humanité. Moi, j'avoue que je n'arrive pas à adhérer à ça, je n'y crois pas, pour des raisons presque politiques. Moi, je pense que c'est la démocratie qui permet d'augmenter l'humanité. Et que quand on travaille la question de la démocratie en santé, on favorise justement cette richesse, cette créativité des points de vue qui augmente l'humanité. Et ça, c'est plutôt à ça que moi je crois. Alors maintenant, évidemment, on a des débats autour de l'immortalité numérique. Encore une fois, le corps de chair est complètement mis de côté. Et puis, nous sommes de purs esprits qui allons pouvoir télécharger notre conscience sur un format informatique grâce aux révolutions informatiques. Et finalement, on nous laisse comme ça fantasmer un homme cyborg qui serait un homme H+, qui serait le top de l'humanité. Bon, moi personnellement, ça ne me fait pas rêver. Et puis c'est vrai que ça donne pas l'image d'un homme qui a permis de grandir en maturité, qui est vraiment épanoui, qui n'a pas que des idées de performance dans la tête, mais qui a aussi des rêves, qui a aussi une envie d'être attentif à l'autre, parce que pour reprendre le débat sur la performance, si vous prenez Montaigne, qui quand même, je trouve, été très performant philosophiquement avec ses essais, si on peut dire les choses comme ça. Si cette performance intellectuelle et littéraire a existé, c'est parce qu'il y avait un désir avec la Boétie qui lui permettait de vivre cette aventure et ce projet humaniste. Donc on ne peut pas le déconnecter du désir. L'idée du fantasme mégalomaniaque de tuer la mort, bon, ça c'est clairement à la base du projet transhumaniste. Moi, ça me fait penser, là c'est le psychiatre qui parle, à Lacan qui disait la mort est un acte de foi. C'est-à-dire que si on n'y croyait pas, est-ce qu'on serait capable de supporter la vie qu'on mène et qu'on a? Si on n'y croyait pas, est-ce qu'on accepterait de vivre cette vie-là, quoi? Et il ajoutait de façon un peu malicieuse, et le pire, c'est que les gens ne sont pas sûrs d'y croire, voilà, donc qu'ils vont mourir. Donc là, on a quelque chose, évidemment, qui serait intéressant à reprendre, mais qui montre bien
que le projet transhumaniste participe d'un réductionnisme de la richesse humaine, de la richesse de son psychisme, de la richesse de son corps de chair, de son corps vécu, de ce qu'il ressent au fond de lui-même, et de la richesse du désir qui nous relie à l'autre. Donc c'est quand même un projet, à mon sens, assez dangereux, qui peut-être, je dis peut-être, c'est en cela que je suis ambivalent, nous ouvrira quand même certaines possibilités qu'on ne pouvait pas avoir avant et qui participeront sans doute d'un progrès. Je pense à la maladie d'Alzheimer, vous avez parlé de la maladie de Parkinson, mais on peut imaginer aussi, c'est déjà en travail, dans des travaux scientifiques, des puces qui permettent de neutraliser les dysfonctionnements hippocampiques, relancer la mémoire à court terme et permettre le transfert en mémoire à long terme. Donc, il y a quand même des projets extrêmement intéressants. Donc je ne suis pas nécessairement bioconservateur, je pense qu'on peut accepter une visée bioprogressiste, mais un peu comme les débats qu'il y avait il y a quelques années sur la réanimation, je crois que plus le soin est technique, plus le soin doit être éthique. Et là, j'ai envie de dire un peu pareil, plus l'intelligence artificielle est forte et aboutie et pertinente, et plus notre intelligence humaine heuristique doit être mobilisée pour pouvoir justement accompagner cela de façon intelligente, de façon socialement construite, dans une démarche participative. Parce qu'on ne peut pas couper ça du débat démocratique. Tous les citoyens ont quelque chose à dire là-dessus, parce que sinon on évolue forcément vers un programme élitiste, et on aura d'un côté les transhumanistes immortels, et de l'autre côté les pauvres mortels que nous resterons. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut pour demain? Donc voilà, ça pose tout un tas de questions abyssales qu'on ne pourra pas traiter là tout de suite, parce que voilà, il nous faudrait 2 jours de congrès pour fouiller les questions à fond. Mais je ne suis pas loin de penser, comme Jacques Testard, qu'il y a un fond quand même d'idéologie infantile dans le transhumanisme. Après, voilà, ça n'engage que moi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Est-ce que, parce que notre table ronde va bientôt s'achever, est-ce que Bernard ou David veulent ajouter un petit point de commentaire, de complément avant qu'on se sépare? Deux petites choses peut-être. Effectivement, bon, je trouve que le débat sur le transhumanisme est un peu plombé parce que c'est devenu presque une sorte d'injure de traiter quelqu'un de transhumaniste. Et comme le disait Cyril, je pense qu'il faudrait arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, dans la mesure où être bioprogressiste, c'est quand même quelque chose qui pourrait nous amener un certain nombre d'améliorations. Ensuite, une remarque peut-être sur ce que disait concernant les implants cérébraux. C'est vrai que c'est une technologie qui peut être utilisée pour le bon ou pour le moins bon, parce que on sait déjà que ces implants cérébraux, y compris chez les Parkinsoniens, donc modifient les états mentaux, modifient l'humeur, peuvent nous rendre dépressifs ou quasiment, débordants d'optimisme, simplement par des stimulations différentes. Donc, c'est effectivement des technologies qu'il faut garder sous le regard. Et je pense que vous étiez à peu près d'accord que le meilleur moyen de réguler ces technologies, c'est qu'elles se développent dans des régimes démocratiques comme le nôtre, où il y a un contrôle du public et du citoyen à leur égard. Merci David. Oui, en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec Bernard. Je crois qu'on s'accorde d'ailleurs tous les 5 dans le débat. Je crois qu'il ne faut pas du tout confondre la réparation, en effet, qui a une légitimité absolue, et l'augmentation qui là soulève des questions morales, politiques, éthiques, économiques, sociales, anthropologiques, etc. Merci David. Non, c'est vrai que l'ampleur des questions, comme l'a dit Cyril, est abyssale. Et quand on est aujourd'hui, comme nous le sommes, confrontés aux soins du quotidien, on a envie de faire des débats démocratiques sur le transhumanisme, mais on a envie aussi de rappeler des priorités, quoi.
C'est-à-dire que des questions autour de la dignité de la personne malade, du grand âge en EHPAD, tous ces sujets-là. Il y a aussi ça derrière le débat du transhumanisme. C'est, on dit souvent, il y a un débat autour de l'égoïsme ou de caractère égocentré du fantasme. C'est rappeler aussi une réalité du quotidien. Alors certains vous diront, ah mais justement le transhumanisme y répondra. Mais il n'empêche que voilà, dans ce qui nous anime aujourd'hui dans le champ d'une éthique, on va dire citoyenne, je le dis assez souvent, il ne faudrait pas se perdre sur des sujets qui ne sont pas la priorité des gens d'aujourd'hui. Et je l'ai dit pour le clonage aussi, par exemple, pour des sujets comme ça qui peuvent captiver les enceintes bioéthiques. Mais je pense que là, je prends mon étiquette espace régional d'éthique. Les citoyens aujourd'hui, c'est peut-être rassurant, soit nous disent, mais d'abord, aidez-nous à régler nos questions du quotidien. Ces sujets ne nous intéressent pas. D'accord ? Et donc ça aussi, ça fait partie d'un débat démocratique sur la priorisation des choix, y compris en termes d'investissement intellectuel dans nos réflexions. Voilà. Alors bien sûr, le débat n'est pas clos et je pense qu'on pourra, comme ça a été dit, poursuivre le débat, y compris en se confrontant avec des collègues transhumanistes ou porteurs de ces mouvements-là, parce que dans ce mouvement-là, il y a aussi différents courants de pensée. Ça a été dit. Il y a des gens qui interrogent fortement l'égalité sociale, l'égoïsme. C'est pas un mouvement uniforme. Donc c'est aussi intéressant de dire qu'il est parcouru aussi de ces tensions-là. Et si on pouvait nous dire aujourd'hui pourquoi il n'y avait pas de transhumanisme sur de la table, bon d'abord parce qu'on a essayé d'en inviter un puis qu'on n'a pas réussi, mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée de cette table ronde qui clôture une table ronde, une série de 3 tables rondes, eh bien c'était parce qu'on a interrogé les questions que ça posait aujourd'hui pour des soignants dans le monde de la santé d'aujourd'hui avec un regard sur le système de santé. Donc je le dis parce que incontestablement on pourrait me dire il aurait été bien qu'il y ait une personne transhumaniste aujourd'hui. Donc la porte reste ouverte au débat, mais je réinsiste sur le fait que dans notre curseur des 3 ateliers, c'était compliqué de consacrer énormément de temps, mais peut-être que c'est un challenge qu'il faut qu'on relève en se réinvitant et en rouvrant ce débat dans les mois qui viennent. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie d'avoir consacré du temps à cette émission et je remercie à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'être passionnés par ces sujets-là qui sont d'importance.